introduction que cette réflexion sur l'anticipation et l'innovation allait être déployée sur plusieurs thèmes. Nous avons entendu tout à l'heure le docteur Olivier Blé sur sa vision de la santé et de la pharmacie du futur. Le docteur Schneider a été un peu plus pointu sur la description de la manière dont la pharmacie allait être un élément de cette santé intégrative. Et bien maintenant, avec notre prochain invité, M. Olivier Crozetta, nous allons voir ensemble comment et pourquoi l'anticipation est au cœur de tout. Olivier Crozetta est coach et conférencier. C'est un homme au parcours divers et multiple, je dirais. C'est un ancien officier. Depuis environ une dizaine d'années, il a créé une entreprise de conseil en transformation et il met sa double expertise d'ancien militaire des forces spéciales, si je ne m'abuse, et d'anciens dirigeants d'entreprise au service de dirigeants pour les aider à mieux naviguer dans la transformation qui se produit en ce moment même. Je vous propose d'accueillir Monsieur Olivier Crozetta. Merci Thomas. Merci Thomas, merci à vous de m'accueillir pour cette deuxième partie de la journée. Alors le thème de mon intervention, vous le voyez, anticiper pour réussir dans un monde en mutation. L'anticipation, c'est quelque chose que j'ai eu la chance d'apprendre dans mon ancien métier lorsque pendant presque 20 ans, j'ai été officier à la Légion étrangère d'abord, puis au service action de la DGSE et ensuite dans les forces spéciales. Anticiper pourquoi? Anticiper en fait pour réussir dans ce monde en mouvement, pour ne pas subir et comprendre voilà, de quoi est fait l'environnement et pour pouvoir se préparer à interagir avec lui le plus en conscience et le plus efficacement possible. Bien sûr, cela nécessite d'abord, pour pouvoir anticiper, ça nécessite de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Alors, si la zapette veut bien passer à la planche suivante. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une chose que j'ai apprise dans le monde militaire, c'est qu'un plan d'action se déroule rarement comme prévu. Donc, si d'aventure vous rencontrez ce genre d'inattendu, dites-vous « yes », c'est normal, c'est comme dans les forces spéciales. Mais oui, anticiper, c'est tellement essentiel dans ce monde qui bouge tellement vite aujourd'hui. J'ai entendu ce matin, en propos introductif, on nous disait faire de l'avenir une réalité. Mais oui, mais comment faire de l'avenir une réalité si, justement, je ne suis pas en capacité à anticiper? D'abord à rêver, comprendre mon environnement, et c'est par cela que je vais démarrer dans quelques instants. Une fois que j'ai compris mon environnement, c'est aussi avoir un rêve puissant, un rêve qui me guide en permanence vers l'étoile à atteindre. Et ce rêve, dans toutes les entreprises que nous accompagnons au cabinet, je vois souvent que ce n'est pas le rêve qui manque, mais c'est le partage de ce rêve au niveau de toutes les équipes. Regardez dans vos pharmacies, est-ce que dans vos officines, est-ce que tous vos collaborateurs et vos collaboratrices sont au courant du rêve, de votre vision, de qui vous voulez devenir avec votre équipe dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Et cela, ce que j'ai découvert en accompagnant les entreprises en transformation au fil de ces dernières années, c'est qu'on constate en permanence une dilution du sens. Vous avez beau dire les choses, au bout d'un moment, en fait, les collaborateurs oublient. Et c'est pour ça que c'est aussi important, non seulement, je le disais, de visualiser ce rêve, mais de le partager en permanence avec vos équipes, pour que chacun ait en conscience d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui et où nous allons ensemble pour faire de l'avenir une réalité. Une question que je voulais vous poser, Monsieur Crozetta. Dans un monde comme on le connaît actuellement, avec des crises multiples, elles sont politiques, elles sont sanitaires, elles sont militaires parfois, comment est-ce qu'aujourd'hui on assure, si je me mets dans le monde, dans la tête d'un pharmacien, tel qu'on en a un certain nombre dans la salle, comment est-ce qu'on peut justement se mettre en position avec ces équipes d'anticiper, et je vais plus loin dans ma question, comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte d'acquérir les bons réflexes? Vous allez le voir, c'est une question extrêmement pertinente, Thomas. Vous verrez dans mon propos, en fait, de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler essentiellement d'humain. Super, merci Thomas. Et donc, je crois que ça parle beaucoup de mindset, de préparation, être prêt à d'abord comprendre l'environnement, je l'ai dit,
C'est la première étape de mon propos. Et ensuite, être prêt à aller saisir les opportunités et à avancer un pas après l'autre, ensemble, en direction de l'étoile à atteindre. Alors, comprendre l'environnement, pourquoi c'est si important? Mais parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde en mutation rapide et profonde. Ce n'est pas nouveau que le monde bouge, vous allez me dire. Bien sûr, le monde bouge depuis qu'il existe. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la vitesse à laquelle le monde se transforme et la profondeur des changements qui sont à l'œuvre au fil de ces dernières années. L'évolution du monde se fait de manière exponentielle en termes de vitesse. Savez-vous par exemple que depuis 1900, en un peu plus de 120 ans, on est passé de l'après-révolution industrielle à l'ère de l'information. On est devenu une société de consommation, pour ne pas dire de surconsommation, qui est confrontée à des enjeux planétaires, sociétaux, environnementaux majeurs. En 120 ans, l'être humain a gagné, en moyenne sur la planète, plus de 30 ans d'espérance de vie. Imaginez quelle serait notre espérance de vie aujourd'hui si nous avions évolué à cette vitesse depuis l'homme de Cro-Magnon il y a 30 000 ans. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous a dit dans la deuxième conférence de ce matin? 33% de la population de la planète n'a toujours pas accès aux médicaments. Vous voyez le monde de paradoxes dans lequel on vit aujourd'hui. Dans ce monde de paradoxes, aujourd'hui, et Xavier en a beaucoup parlé dans son propos tout à l'heure, on est confronté aux nouvelles technologies de l'information. On voit arriver maintenant l'intelligence artificielle. Toutes ces technologies sont en train de faire évoluer radicalement nos manières de fonctionner. Qui travaille? J'ai démarré ma carrière dans le monde militaire il y a 36 ans. Je vous assure que la plupart des choses qui se font aujourd'hui se faisaient différemment dans mes métiers il y a 36 ans, parce que la technologie a évolué, parce que les générations ont évolué. Ces générations, aujourd'hui, maîtrisent parfaitement ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai encore un petit peu de mal à comprendre parfois l'intérêt et l'usage des nouvelles technologies. Ma fille, qui a fait des études de communication, nous a rejoints au cabinet. Aujourd'hui, c'est elle qui gère ces sujets-là, parce qu'elle est bien meilleure que moi. Pourtant, je me sens extrêmement expérimenté. Ça fait 36 ans que j'ai démarré ma carrière professionnelle. Mais face à ces nouveaux usages, face à ces nouveaux produits, face à ces nouvelles technologies, parfois, c'est vrai, je me sens un peu dépassé, d'où l'importance de pouvoir fonctionner ensemble, en complémentarité, avec les plus jeunes qui ont des choses à nous apporter. Ce monde, il est de plus en plus interconnecté. Regardez ce qui s'est passé avec le virus, le Covid, en 2020. Voilà, un virus qui démarre dans un coin de la planète, en Chine. Comment, 5 mois plus tard, l'ensemble de la planète est à l'arrêt? Là encore, est-ce que l'anticipation n'a pas manqué parfois? On a beaucoup parlé des problématiques de masques, notamment en France, au départ. Voilà. Et donc, on voit bien aujourd'hui la nécessité d'anticiper dans ce monde en mutation permanente. Ce monde, il a été qualifié d'un acronyme, l'acronyme VUCA. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de ce mot VUCA ou VICA? Ok, il y en a un peu moins de la moitié. VUCA en américain ou VICA en français, cet acronyme, en fait, ce sont les premières lettres des 4 caractéristiques de cet environnement. Il est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et si je vous ai mis le symbole du War College américain au milieu de la planche, c'est parce que ce symbole, ce terme VUCA, qui a été très utilisé par tous les cabinets de conseil depuis des années, en fait, ce terme a été inventé par l'armée américaine à la fin des années 80. Rappelez-vous, revenons un peu en arrière. Entre 1947 et 1990, nous vivions à l'époque dans un régime de dissuasion nucléaire, dans un monde bipolaire. Le monde de l'Est, le bloc de l'Est opposé au monde occidental. Et pendant ces 40 années, nous avons vécu sous ce parapluie, dans ce système de dissuasion avec ce parapluie nucléaire, et on est passé parfois pas très loin de la catastrophe. On a appris depuis, avec des documents déclassifiés, combien à certains moments, les dirigeants d'un côté ou de l'autre n'étaient pas loin d'appuyer sur ce bouton de frappe nucléaire. Eh bien, au milieu des années 80, les penseurs du War College américain ont compris que ce monde est terminé. On va passer d'un monde bipolaire à un monde multipolaire. Et cette multipolarité va faire émerger de nouvelles menaces. Et les penseurs ils ont un livre stratégique qui a été publié à l'époque, ils ont identifié, ce seront le développement des conflits identitaires, ce sera le développement de la piraterie, ce sera le développement du terrorisme, etc.
Tout cela, les penseurs du War College américain l'avaient identifié, et c'est ce qui se produit à partir de la chute du mur en 1989. 1990, dissolution de l'ex-Union soviétique, fin des années 90, début 91. 91, c'est le début de la guerre en ex-Yougoslavie. On aura les conflits Rwanda-Burundi, on aura les Balkans, etc., etc. Et en effet, la montée du terrorisme, tout cela avait été anticipé. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a anticipé, identifié l'évolution de l'environnement? Eh bien, ça nécessite de faire évoluer forcément nos manières de fonctionner et nos manières de s'organiser. C'est ce qu'ont fait les militaires. Face à l'identification, à l'anticipation de ce nouvel environnement, les Américains créent en 1990 le commandement des forces spéciales. Il y a déjà des forces spéciales aux États-Unis, des Marines, de l'armée de l'air, de la Navy, de l'armée de terre. Ils les regroupent au sein d'un commandement intégré en 1987. La France fera exactement la même chose en 1992 en créant le commandement des opérations spéciales. Personnellement, je rejoindrai le commandement des opérations spéciales à l'été 2001, quelques semaines avant le tristement célèbre 11 septembre 2001. Alors face à ce monde volatile, incertain, complexe, ambigu, aujourd'hui nous avons besoin de réunir 4 capacités pour faire face, interagir le plus efficacement possible avec cet environnement. La volatilité, c'est ce qui est instable, nous dit le dictionnaire. Face à cette volatilité, on a besoin d'une vision pour regarder dans quelle direction nous avançons. Ça, c'est le rôle du top management dans n'importe quelle entreprise, que ce soit une multinationale ou une officine. C'est aux dirigeants de regarder, de penser à la vision. Quelle est l'étoile à atteindre prochainement? Qui nous voulons être? Quel impact nous voulons avoir sur le monde prochainement? Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Ça, c'est la vision. Face à cette volatilité, on a besoin d'une vision. L'incertitude, ça fait peur. Et du coup, face à cette incertitude, on a besoin de créer la cohésion autour de nous. Dans l'incertitude, je vois parfois des équipes se déchirer. Et souvent, quand le niveau de confiance dans une équipe est très faible au départ, les tensions face à l'incertitude vont créer encore plus de dissensions, encore plus de séparation, d'opposition, de défiance dans l'équipe. Là encore, c'est le rôle du dirigeant, dans cette période d'incertitude, de fixer le cap, la vision, et de créer les conditions de la cohésion. Il y a un lien direct, je l'ai appris de mon expérience militaire, il y a un lien direct entre confiance et performance. Ça, c'est aux dirigeants, c'est aux managers de créer les conditions de cette confiance et de cette cohésion. La complexité, c'est le monde du et, ET, par opposition au monde du ou. Oui, dans la complexité, on a besoin de préparer pour anticiper. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé tout à l'heure, on aura besoin de s'adapter parce que probablement le plan d'action ne se déroulera pas comme prévu. Donc on n'est plus dans le ou, on est véritablement dans le monde du et. ET, de l'inclusion. On fait avec, c'est le monde du paradoxe, le complexe. Et du coup, qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite de développer l'agilité dans ces équipes. Ah oui, mais on avait dit qu'on faisait comme ça. Ah ben oui, mais l'environnement a changé, donc on va mettre un coup de barre à bâbord ou à tribord, sans perdre de vue l'étoile. Si on a parmi vous qui connaissent les règles ou la pratique de la navigation à la voile, vous avez beau avoir un point à atteindre, en fonction des courants et des vents, on va devoir tirer des bords, pour s'adapter à l'évolution de l'environnement, sans perdre de vue pour autant la vision. Et puis, face à l'ambiguïté, c'est ce qui est flou, c'est ce qui prête à confusion. Eh bien là encore, le rôle du dirigeant face à l'ambiguïté, c'est d'y mettre en permanence de la clarté. Et vous verrez, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, parfois sans s'en rendre compte dans nos manières de nous exprimer, dans les consignes que nous donnons à nos équipes, on n'est pas toujours clair. Oui, je te dis quelque chose, et moi, dans ma tête, c'est une évidence, mais on ne met pas tous les mêmes choses derrière les mêmes mots. Xavier disait tout à l'heure, la carte n'est pas le territoire. On est 500, il y a 500 cartes différentes du monde dans cette salle. Personne n'a tort ou raison, on a juste notre regard qui est le fruit de notre histoire, de notre expérience, de nos croyances, de nos blessures, de nos émotions, etc. D'où l'importance, en tant que dirigeant, de mettre en permanence de la clarté. Une fois qu'on a compris cet environnement, alors on a besoin effectivement d'anticiper pour faire émerger un futur choisi. Anticiper pour quoi faire? Eh bien voilà, pour ne pas subir, et en effet,
et pour pouvoir réussir dans ce monde en mutation rapide et profonde. L'anticipation, elle a permis un certain nombre de beaux succès. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple du SOCOM, le commandement des forces spéciales américaines, ou du COS, le commandement des opérations spéciales françaises, qui, chacun, pour l'un à la fin des années 80 et pour l'autre au tout début des années 90, en partant de cette anticipation de l'environnement, ont créé ces organisations qui sont extrêmement adaptables et adaptées à ce nouvel environnement mondial. On a un autre exemple dans un monde complètement différent, de grands succès liés à l'anticipation, c'est le Cirque du Soleil. Quels sont ceux parmi vous? Il y en a parmi vous qui connaissent le Cirque du Soleil? Ouais, vous êtes nombreux à en avoir. Ok. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais c'est assez magique, le Cirque du Soleil. Ils ont révolutionné le monde du cirque. Et comment il démarre? Il démarre en 1980. C'est un groupe de Québécois qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ce sont en fait des artistes de rue. Mais ils ont déjà identifié le déclin du cirque. Voilà, de moins en moins de personnes vont au cirque en 1980. Qu'est-ce que je veux dire par déclin du cirque? Quand j'étais enfant, il y avait des tas de cirques en France avec des tas d'animaux. Et dès que les cirques passaient dans les villes, ça rameutait la ville entière, remplissait le chapiteau. Dans les années 80, ça n'est plus le cas. Voilà, les cirques ne remplissent plus les salles, voilà, pour plein de raisons. Et donc ces artistes de rue l'ont identifié, et partant à la fois de leur manque de moyens et aussi de leur compréhension de cette évolution de l'environnement, ils créent un nouveau spectacle. Ils louent un chapiteau, et là, en partant donc de leur univers des artistes de rue, ils vont créer un spectacle complètement différent avec des jongleurs, de la scène, du théâtre, des acrobates, etc. Et en revanche, en racontant une histoire et en mettant beaucoup de moyens autour de la scénographie. En 1984, le Québec célèbre les 450 ans de la découverte du Canada et du Québec par Jacques Cartier. Okay. À cette occasion, le Cirque du Soleil crée un grand spectacle avec cette scénographie particulière, cette histoire qu'il raconte, sans animaux, hein, mais avec des jeux de lumière extraordinaires et vraiment une histoire racontée. C'est là que démarre véritablement l'essor de ce cirque, qui aujourd'hui, ils ont une vingtaine de troupes, enfin pas une vingtaine, il y a 20 troupes qui sont en permanence, soit à demeure, comme dans certaines villes, comme à Las Vegas, ou qui font le tour du monde, 20 troupes en permanence aujourd'hui, en 2024. Voilà un exemple d'anticipation de l'environnement réussi. Évidemment, à l'opposé, on a aussi des exemples qui ont raté l'anticipation. Je pense notamment à un exemple emblématique connu dans toutes les écoles de commerce. C'est le cas de Kodak. Kodak, en 1975, découvre la technologie numérique. Kodak, le spécialiste du film, comment on appelle ça, les pellicules de film. Alors, pas seulement le Polaroid, l'argentique, voilà, pardon. Spécialiste de l'argentique, en 1975, ils découvrent la technologie numérique, et là ils se disent, oulala, d'abord on n'y croit pas trop, mais si jamais ça se développe, on va se tirer une balle dans le pied, donc on n'en veut pas. Ils identifient quelque chose qui potentiellement peut être une nouvelle étoile, ils la mettent de côté. Un certain nombre de leurs collaborateurs quittent Kodak, vont développer le numérique ailleurs. Kodak prend du retard, et en 2000, c'est le boom du digital, de la photographie numérique. Kodak ne sait pas prendre ce virage. En 2012, c'est le dépôt de bilan. Ils sont en liquidation judiciaire. Voilà un exemple d'anticipation non réussie. Alors anticiper, qu'est-ce qu'on anticipe? En fait, on cherche à anticiper, à comprendre l'évolution de l'environnement, quels sont les risques, quelles sont les menaces, les opportunités, etc. On ne va pas faire un cours de stratégie ici. Il existe plein de matrices différentes pour anticiper l'avenir. En voici une, c'est l'exemple de la matrice de Porter qui permet d'analyser, faire l'analyse stratégique d'un marché. On regarde quels sont les nouveaux entrants, etc., etc. Ça se fait, cette réflexion stratégique, elle se fait bien sûr dans une entreprise, quelle que soit sa taille, au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui souvent le top management. Okay. Bien sûr qu'elle est importante, cette vision stratégique, et y compris en utilisant des outils qui nous permettent, après avoir mieux compris notre environnement, de commencer à poser des options pour la suite. Mais cette étape de la vision stratégique, elle est insuffisante si elle s'arrête là. Pourquoi? Car la meilleure des stratégies ne vaudra que par la manière dont elle est appliquée sur le terrain par les hommes et les femmes qui composent votre organisation.
Vous pouvez avoir une idée de génie. Si cette idée de génie est mal appliquée par vos collaborateurs et vos collaboratrices, ce sera un flop. Pas forcément parce que l'idée n'était pas bonne, mais parce que la manière dont la stratégie est mise en œuvre n'est pas adaptée. Et donc, ça invite sacrément, une fois qu'on a pensé une stratégie pertinente, à regarder comment on va embarquer nos collaborateurs pour créer cette émulation, leur donner les moyens de faire que cette stratégie devienne une réalité concrète perçue par le client avec une vraie valeur ajoutée. Et c'est là que prend tout son sens cette notion de faire émerger un futur choisi pour ne pas, au contraire, subir l'avenir. Et alors, c'est rigolo parce qu'on a les mêmes sources. Xavier, tout à l'heure, a cité plusieurs fois cette citation de Peter Drucker. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et comment on fait pour faire émerger, créer cet avenir et pour le faire émerger, ce futur choisi? D'abord en devenant une organisation apprenante, car ce n'est pas en faisant un peu plus de la même chose que dans ce monde VUCA, on peut réussir. Et ensuite, en élevant le niveau de maturité de nos équipes. Alors, devenir une organisation apprenante, comment les forces spéciales font pour être une organisation apprenante? Elles font en adoptant ce système en 3 temps pour toutes les opérations. Une opération spéciale, c'est toujours 3 temps. Préparation, action, puis retour d'expérience. Et chacun de ces 3 temps vient nourrir le suivant. La préparation va nous préparer à l'action. Donc l'action est nourrie par cette phase de préparation amont. Et puis on l'a vu tout à l'heure, l'action probablement laissera apparaître des choses inattendues, imprévues. Et donc on pourra apprendre de cette action au moment du retour d'expérience. Et ce retour d'expérience viendra nourrir la préparation suivante, et ainsi de suite. Vous voyez comment on avance dans un cercle vertueux. Cette phase de préparation, que j'ai souvent vu négligée depuis bientôt 18 ans que je suis dans le monde de l'entreprise, elle est considérée comme capitale dans le monde militaire et en particulier dans le monde des forces spéciales. Et je peux vous dire que souvent dans mon expérience, et notamment en entreprise, plutôt particulièrement en entreprise, chaque fois que j'ai vu souffrir une équipe sur un projet, 9 fois sur 10, la préparation avait été défaillante. Cette phase de préparation, c'est la phase la plus importante dans une opération spéciale. On n'aura peut-être que 2 heures pour se préparer, ou peut-être 15 jours, 3 semaines, mais on va mettre tout le paquet dans cette phase de préparation pour comprendre, bien sûr, cette phase de préparation qui va se nourrir de la veille. Vous voyez, là, vous voyez apparaître en haut à gauche de l'écran un spécialiste du renseignement qui est sur le terrain et qui fait sa veille. C'est pour illustrer la nécessité d'être en permanence en veille de notre environnement pour comprendre de quelle manière il est en train d'évoluer. Puisque dans ce monde VUCA, ce qui est vrai maintenant ne le sera peut-être pas demain, après-demain, dans un mois. Et donc, ça nécessite d'être en permanence en train de veiller, de guetter ce qui se passe autour de nous pour essayer de garder ce temps d'anticipation, ce temps d'avance. Et donc, cette phase de préparation, elle va consister à chercher à identifier, alors pour les militaires, c'est quelle est la nature, le volume, l'attitude de l'adversaire, quels sont les aléas du terrain que nous allons rencontrer, quelles sont les évolutions météo dans les prochains jours et dans les créneaux pendant lesquels va se dérouler l'intervention, quels sont les principaux risques, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités éventuellement qu'on pourrait saisir, etc., etc. Bien sûr, et ensuite, une fois que cette préparation a été faite, chaque équipe se regroupe entre elles, synthétise tout ça, reformule ce que chacun a compris de la mission pour pouvoir entrer ensuite dans l'action. Cette phase de reformulation, que je ne vois pratiquement jamais mise en œuvre dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose que les forces spéciales pratiquent en permanence. C'est-à-dire interroger, une fois qu'on a donné les consignes, revenir vers les équipes en demandant « Qu'as-tu compris de la mission ? Qu'as-tu compris de ce qui est attendu de toi? Qu'as-tu compris de ce qui va se passer? Etc. C'est une phase essentielle si on ne veut pas arriver à des catastrophes. Je vous donne un exemple. C'est une courte vidéo d'un exercice qui est fait dans une entreprise. And we're just, it'll be an exercise. Voilà, ce sera un exercice. Between one another. So Harrison, if you don't mind going first, Harrison, si step tu veux up here bien, on this chair tu vas and passer close your premier. eyes. Mets-toi debout sur la chaise, ferme tes yeux. And then everybody fill in. Tout le monde remplit l'espace. And we're going to ask you to fall. On va te demander de and tomber. they will catch you. Et ils te You rattraperont. have to trust us. I'm Tu gonna dois leur count faire to confiance. 3. Just relax. Juste compter jusqu'à Fall. 3 et te relaxer. Okay? 1, 1, 2, 2,
three. No, Oui. no. Si vous craignez que les consignes que vous recevez ne soient pas toujours claires, ou que les ordres que vous donnez vous-même soient clairs dans votre tête, mais pas forcément dans celle de la personne à qui vous les donnez, je vous invite à pratiquer sans modération la reformulation. Et la reformulation, ce n'est pas ce que moi j'ai fait quand j'étais jeune officier à la Légion étrangère, où je n'avais pas encore appris tout ça. C'est pas « est-ce que tu as compris ?»« Oh, oui, mein Lieutenant !» Mais il y a un grand point d'interrogation sur son front. En fait, il n'a rien compris. Mais à la Légion, impossible n'est pas Légion. Donc il dit « oui ». Tu veux que je répète? Ah oui, mein Lieutenant. Ah. Donc la bonne question, c'est jamais une question fermée. Est-ce que tu as compris? Je ne sais pas en fait ce qu'il y a. Mais qu'as-tu compris? Bingo. Voilà. Et là, on s'assure que, OK, on est bien en phase et maintenant tu peux rentrer. Je sais que je peux te faire confiance et que tu peux rentrer dans l'action. Voilà, ensuite, après la phase de préparation, on entre dans la phase, bien sûr, c'est le moment de l'action. Okay, et alors cette action, bien sûr, elle a été minutieusement préparée pendant la phase de préparation, je vous le disais, et pour autant, on savait dans ce monde des forces spéciales que la plupart du temps, l'action se déroulerait probablement assez différemment. Et d'ailleurs, on avait une blague entre nous, on disait souvent que le premier mort au moment de l'action, c'est le plan. On a prévu un plan, une fois que le premier coup de feu est tiré, ben, l'adversaire ne réagit pas comme on l'avait prévu. C'est rageant, non? Du coup, ça invite en quoi? Ça invite même dans l'action à avoir les chakras grands ouverts et à être en permanence en veille, attentif à ce qui se passe à l'extérieur et aussi à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parfois, la tête dit « il faut y aller » et tout le corps dit « ah non, 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 je sens qu'il ne faut pas y aller ». C'est dans ce monde des forces spéciales que j'ai appris la puissance de l'intuition. Je peux même vous dire que dans une des opérations, nous étions en base d'assaut comme celle-ci, en pleine nuit, sur une opération très importante pour capturer un criminel de guerre recherché depuis longtemps. Nous avions enfin localisé la personne et au moment de rentrer dans l'action, tout mon corps me disait non, non, non. La tête dit « ah si, si, on ne peut pas maintenant, aussi près de l'objectif, ne pas engager ». Et pourtant, tout mon corps refusait d'avancer. Et j'ai donc donné le signal du désengagement. On s'est désengagé sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit. Et quand on s'est retrouvé après la base de l'assaut, puis après le repli, on en a parlé ensemble. Certains de mes équipiers n'ont pas compris que j'avais donné cet ordre de repli alors qu'on était prêt à intervenir. Et d'autres, pas mal d'autres, m'ont dit « tu as eu raison ». Moi, je ne le sentais pas du tout. Ah, tu as vu quelque chose? Non. Ben non, mais moi non plus. Et pourtant, tous les poils étaient au garde à vous en disant non, 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 il ne faut pas y aller. Ça, ce n'est pas là que ça se passe. Ça, c'est dans tout le corps. Et donc, être capable d'anticiper, c'est aussi être capable de mettre de côté par moment sa tête, bien faite pour préparer des plans d'action, mais pour être à l'écoute de ce que dit le corps. Et d'ailleurs, vous voyez que même dans ce monde où pourtant il y a des enjeux de vie ou de mort, et avec des missions extrêmement importantes, je n'ai pas été sanctionné. Il y a eu une commission derrière pour savoir si j'avais eu tort ou raison de prendre cette décision. Et j'ai même entendu dire que dans un cabinet ministériel, quelqu'un voulait ma tête en disant qu'elle est certain compétent, virez-le. Moi, je n'ai pas été viré, je suis même passé au grade suivant l'année d'après. Bon, pas en remerciement, mais pour vous dire que même dans cet environnement-là, on attend de chacun des opérateurs, et en particulier des dirigeants, qu'ils aient non seulement une tête bien faite, mais aussi la capacité dans l'action à être à l'écoute de ce qui se passe en eux. Et puis, après l'action, évidemment, je vous l'avais dit, rappelez-vous, préparation, action, le dernier temps, c'est le retour d'expérience. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois manquer tellement souvent dans le monde de l'entreprise. Et un retour d'expérience, il n'y a pas besoin d'y passer 3 semaines. Hein. Parfois, nos retours d'expérience duraient 1 heure, 1 heure et demie. Mais ensemble, on regardait ce qui avait bien fonctionné, ce qui avait dysfonctionné. Et avec une question qu'on se posait toujours derrière, c'était le SCAR. SCAR pour la première lettre des 4 mots suivants. Si c'était à refaire. Merci. Et si c'était à refaire, que changerions-nous? Que garderions-nous? Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement clé sur cette opération-là? Et on ne va pas s'écrire 20 pages de boucle. Non, 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 juste on va tirer quelques enseignements clés qu'on va pouvoir expérimenter à l'avenir. Et c'est comme ça qu'on fait émerger un futur choisi, c'est comme ça qu'on fait de l'avenir une réalité.
Alors, je vous l'ai dit, faire émerger le futur choisi, c'est donc non seulement devenir une organisation apprenante, ce qu'on vient de voir, mais c'est aussi accroître le niveau de maturité des équipes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un principe, si je devais vous résumer comment fonctionnent les forces spéciales en une seule planche, ce serait celle-ci. Ce principe intangible dans les forces spéciales, il est le suivant: responsabilité, liberté, solidarité. Qu'est-ce que ça signifie? Responsabilité parce qu'à tous les niveaux de l'organisation, chaque personne est responsabilisée. Oui, oui, pas seulement le leader. Chaque coéquipier est responsabilisé. Quand vous avez un nouvel équipier qui rejoint l'équipe, il est tout jeune, il vient à peine d'être formé, il a très peu d'expérience, on lui donne des responsabilités. Évidemment, on ne veut pas le mettre en danger, on ne veut pas non plus se mettre en danger, donc on ne va pas lui donner les mêmes responsabilités qu'une personne qui est là depuis 10 ans. Vous êtes d'accord avec ça? Mais on le responsabilise. Et cette responsabilité, comme on insiste beaucoup sur l'importance que ces personnes soient responsabilisées, eh bien, elle les fait grandir. Et vous voyez, si j'intervenais en anglais, les anglo-saxons pourraient traduire, ou j'aurais pu avoir envie de traduire responsibility par accountability, c'est-à-dire tu es comptable, redevable de ta mission. Eh bien, les Navy SEALs, ils ne parlent pas de responsibility, ils ne parlent pas de accountability, ils vont plus loin. Ils parlent d'ownership, de propriété. Tu es propriétaire de tes missions. Même si c'est une petite mission, tu en es propriétaire. Et on t'accompagne pour cela, pour devenir responsable et comprendre que tu ne peux pas partir en congé sans t'être assuré que ta mission était sur les bons rails, etc. Tu ne peux pas voir ta mission en danger sans avoir levé la main et avoir dit ah, « j'ai besoin d'aide, je suis en difficulté, et voilà ce que je propose ». Tu ne peux pas laisser comme ça ton projet sans en prendre soin comme ton bien le plus précieux. C'est ça, l'ownership, la propriété. Et c'est ce qui est fait à tous les niveaux de l'organisation, là où souvent, dans beaucoup d'entreprises, je vois que les leaders sont très, 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 très responsabilisés, et parfois les équipiers, beaucoup moins. Parce qu'à force de leur dire « fais ci, fais comme ça », ben, ce n'est pas responsabilisant, ça c'est même déresponsabilisant. Et ça nous conduit à la deuxième pointe du triangle, la liberté. Il existait, ça n'existe plus aujourd'hui, mais quand j'ai commencé ma carrière militaire, il existait des officiers d'état-major. Ces officiers rédigeaient, vous aviez une division qui était engagée sur le terrain, puis il y avait les officiers d'état-major qui rédigeaient l'ordre et qui l'envoyaient ensuite à la radio aux unités qui allaient être engagées à leur tour. Mais si quelqu'un était venu dans les forces spéciales en leur disant « voilà votre mission et voilà votre ordre d'opération », les gars lui auraient dit bah, « tiens, tu reprends ton ordre d'opération, les preneurs d'otages sont retranchés dans la grotte à 1 kilomètre. Vas-y. » Non. Dis-nous quoi? Quelle est la mission? Dis-nous pourquoi? Quelle est la finalité? Précise-nous le cadre de contraintes, les impératifs, les limites, les moyens que nous allons avoir à disposition, etc. Et ensuite, stop. Laisse-nous décider, nous, comment nous allons nous organiser pour remplir la mission. Ça aussi, c'est extrêmement vertueux parce que c'est très responsabilisant. Quand tu dis à un équipier « fais ça et fais-le de telle manière », comment tu le fais grandir là? La personne ne grandit pas. Et donc, sans m'en rendre compte, et moi j'ai pratiqué ça comme jeune officier pendant des années, mais sans m'en rendre compte, j'infantilisais mes collaborateurs, parce que c'est moi qui décidais en permanence comment ils devaient pratiquer. Les faire grandir, c'est leur donner la mission, leur donner le cadre, leur donner la finalité, et leur dire maintenant, dis-moi comment toi, tu vas t'y prendre pour remplir la mission. Bien sûr, je viendrai contrôler parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. En tout cas, c'est ce que j'ai appris dans le monde militaire, parce que l'erreur est humaine, donc ça mérite d'aller contrôler, parce que tu sais peut-être pas tout faire du premier coup, mais c'est comme ça que petit à petit, tu vas devenir de plus en plus performant, à force d'apprendre, de trouver les solutions, d'être accompagné pour ça, et ça aussi, c'est responsabilisant. Et puis la dernière pointe du triangle, c'est la solidarité. Alors ça arrive en général assez peu dans les toutes petites structures, mais je vois encore parfois dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, j'étais stupéfait de voir les rivalités qu'il y avait entre les équipes. Comment est-ce qu'on peut ensemble atteindre des objectifs si déjà les équipes sont antagonistes et se tirent dans les pattes les unes envers les autres? La confiance, vous le disiez tout à l'heure, il y a un lien direct entre confiance et performance. Et tout ça, évidemment, eh bien, ça s'appuie, ça vient se porter, se coller sur le sens, qui guide en permanence les actions. Rappelez-vous, c'est pour ça que c'est aussi important quand on est dirigeant, quand on est leader, même d'une petite équipe, de rappeler en permanence la vision, vers où nous avançons, parce que les équipes finissent par l'oublier. Or,
Chaque action doit être guidée par le sens. Okay ? Et bien sûr, tout ça encadré par la puissance de l'équipe. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans le monde des forces spéciales, combien la complémentarité, on peut avoir des gabarits différents, des histoires différentes, des profils différents. À partir du moment où on met notre talent individuel au service du projet collectif, parce qu'on a compris quelle était la vision, parce qu'on nous donne les moyens de grandir ensemble, de s'appuyer mutuellement les uns sur les autres. Mais moi, une équipe qui est capable de faire ça, je l'emmène au sommet de l'Everest, ou on y va ensemble au Kilimandjaro, si vous voulez. Et puis une chose que j'ai apprise à l'armée, que je ne soupçonnais pas quand j'étais jeune, parce que, étant enfant, moi j'ai pratiqué que des sports individuels, du ski, des arts martiaux, etc., que des sports individuels. Je sentais bien qu'on allait sûrement plus fort et plus loin en équipe, mais j'étais convaincu qu'on allait plus vite tout seul. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que j'arrive à l'armée. Et le monde des forces spéciales a écroulé cette croyance. J'ai découvert en fait que, exactement comme un peloton cycliste, quand on est une équipe bien rodée, on va non seulement plus fort et plus loin, mais on va aussi plus vite en équipe. Pourquoi ? Parce qu'il y en a parmi vous qui pratiquent le cyclisme. Levez la main ceux qui font du vélo, là. Ah, il y en a moins, là. Ah, il y en a quand même quelques-uns, mais ils sont moins nombreux. Ben, si vous l'avez forcément expérimenté. Vous prenez des coureurs cyclistes de même niveau, okay ? Vous faites partir un groupe en peloton, tel que celui-ci, bien la roue les uns dans les autres. Okay ? Le premier tire le groupe tant qu'il a du jus. Okay ? Quand il fatigue, il se laisse glisser vers l'arrière et c'est le numéro 2 qui prend et qui tire devant le reste du groupe. Et les autres collent, ils appellent ça sucer la roue pour bénéficier pour que le premier ouvre le vent, okay ? Qu'il y ait moins de frottement. Et donc collés les uns derrière les autres, ils avancent. Quand le deuxième est fatigué, il se laisse redescendre et c'est le troisième qui tire le groupe, etc. Si un quart d'heure après, sur le même parcours, vous faites partir un cycliste tout seul, du même niveau, il ira beaucoup moins vite que le groupe. Donc vous voyez comment, avec un groupe bien rodé, avec une équipe bien responsabilisée, avec des gens autonomes qui ont compris la mission, qu'on a accompagnés, on les a formés pour qu'ils soient au bon niveau, comment on va non seulement plus loin et plus fort, mais aussi plus vite ensemble. Et puis, gagner en maturité, alors ça pour moi c'est un point extrêmement important, c'est l'état d'esprit dans lequel on affronte le monde évolutif d'aujourd'hui. Je ne sais pas chez vous, mais il m'arrive parfois, quand on arrive dans des entreprises, de rencontrer des équipes où je dis « Ah, comment ça va ce matin ?»« Ah, comme un lundi. » Alors, vous savez, la personne qui a les épaules qui touchent par terre et les mains là. Ah. En gros, ça veut dire comme une journée pourrie, quoi. Le truc incroyable, c'est la puissance du mental. C'est que quand tu te lèves le matin en te disant « ça va être une journée pourrie », 9 fois sur 10, tu te couches le soir en te disant « j'avais bien raison de penser que ça allait être une journée pourrie ». Moi, ça fait pas mal d'années maintenant que tous les soirs, j'ai fait beaucoup de cauchemars pendant des années quand j'ai quitté ce monde-là. Et toutes les nuits, c'était difficile, ma compagne pourrait vous le dire, c'était difficile pour moi de m'endormir. Et puis, depuis quelques années, je pratique 3 minutes maintenant de gratitude, d'une courte relaxation et de gratitude. Et je me couche le soir en changeant mes pensées, en remerciant. Ce matin, je me suis levé en pensant que j'allais vous rencontrer et en remerciant pour la rencontre qu'on allait vivre ensemble ce matin. Ce soir, je me coucherai en remerciant pour cet échange énergétique et cette belle rencontre qu'on aura faite ensemble. Et bien, je vous jure que ça change complètement la nature de ma journée. Je me lève le matin joyeux, je me couche le soir et je m'endors comme un bébé. Le pouvoir de la pensée. Ce que j'ai appris dans ce monde, c'est que les limites, elles vont bien au-delà de nos membres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Philippe Croison. C'est ce gars qui a perdu, il a été amputé des 4 membres. Je l'ai rencontré sur une conférence il y a quelques années, on est devenus amis. Il racontait comment, alors qu'il était handicapé, 4 membres mutilés, coupés, comment, alors qu'il ne savait pas nager, comment il avait décidé de traverser la Manche à la nage. Et il a gagné son pari. Et à partir de là, ça lui a donné des ailes à ce gars. Il s'est mis à faire des choses extraordinaires. Il a fait le Paris-Dakar, il a fait plein de choses, il donne des tas de conférences à travers le monde. Et lui, il a compris le pouvoir de la pensée. Et qu'en fait, le possible ou le non possible, la plupart du temps, ce n'est pas là qu'il résiste, que ça réside, pardon. C'est là, c'est dans notre tête. Et ça, je l'ai appris
dans ce monde, dans le monde militaire, où finalement, oui, le pouvoir de la pensée et regarder les choses. Bien sûr que c'est important de regarder l'obstacle, mais parfois je vois des équipes en entreprise où on est sur un séminaire, on regarde, et puis oui, mais il y a tel problème qui dysfonctionne. Ok, donc on en parle un moment, et ensuite, ouais, mais il y a tel problème. Et pendant 1 heure, en fait, les gens ne ressassent que le même problème. Je ne sais pas si vous avez ça parfois, si ça vous arrive, ou si vous avez des équipières, des équipiers qui ressassent le même truc. C'est non seulement plombant pour l'équipe et pour le reste de l'équipe, parce que tu comprends qu'après, tu te dis le soir, j'avais bien raison de blablabla. Et en plus, ça ne nous met pas du tout dans les mêmes dispositions, non seulement intellectuelles, mais aussi même dans les dispositions chimiques. Vous êtes pharmacien, vous connaissez, vous avez beaucoup travaillé sur la chimie du corps. Les neuromédiateurs, surtout les hormones que nous produisons, ce ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on a des pensées sombres ou selon qu'on a des pensées positives. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ok? On va en faire l'expérience tout de suite. Vous voulez bien? Regardez, le pouvoir de la pensée sur la chimie du corps. Le moment est arrivé. Après tant d'efforts et aussi d'échecs, la foi peut s'essouffler. Il serait fou de croire que je peux encore y arriver. Comme vous pouvez l'imaginer, la flamme finit toujours par s'éteindre. Arrêtons de penser qu'il suffit d'y croire intensément pour réaliser ses rêves. Fermez les yeux un instant, fermez les yeux et ressentez dans votre corps quel est votre niveau énergétique là maintenant. C'est lourd? Eh bien, je vais vous proposer un autre regard sur exactement le même texte. Vous êtes prêts? Vous pouvez ouvrir les yeux. Il suffit d'y croire intensément pour réaliser ses rêves. Arrêtons de penser que la flamme finit toujours par s'éteindre. Comme vous pouvez l'imaginer, je peux encore y arriver. Qu'il serait fou de croire que la foi peut s'essouffler. Après tant d'efforts et aussi d'échecs, le moment est arrivé. Fermez les yeux et ressentez dans votre corps. Là, vous êtes prêts à rentrer dans l'action avec moi? C'est plus le même niveau d'énergie, vous êtes d'accord? Vous avez vu le pouvoir de la pensée. Alors oui, j'ai mis une musique parce qu'on a 15 secondes pour faire le truc. Mais je vous garantis que si on prenait une demi-heure, il n'y a pas besoin de musique. Je vous prendrai des exemples comme ça et on ressentirait exactement la même chose à l'intérieur. Le pouvoir de notre pensée sur notre réalité, sur notre corps. Comment est-ce que je peux espérer anticiper l'avenir et saisir les opportunités qui vont se présenter si déjà j'entre dans cet avenir avec des pensées sombres qui me coupent les pattes et toute mon énergie? Voilà, c'est pourquoi je vous invite, si parfois il vous arrive d'avoir, comme ça m'est arrivé et que ça arrive à tout le monde, d'avoir des phrases négatives, voilà, du style de celle-ci, « Ah, je suis nul, je ne vais jamais y arriver. » Qui ne s'est jamais dit ça? Eh bien, il y a une technique que j'ai apprise il y a quelques années, que j'ai enseignée à mes enfants qui pratiquent maintenant assez facilement. Chaque fois que vous vous dites une phrase négative comme celle-ci, vous prononcez à voix haute la phrase suivante. Stop, annulez, annulez. Et vous tournez votre phrase en positif. Je suis en train d'apprendre, je vais y arriver. Et le cerveau se prépare à cela. Le cerveau va se mettre à votre service. Ok, tu veux y arriver, on est en train d'apprendre, on y va. Voilà, en conclusion, je voulais, pour terminer, vous dire que l'avenir, anticiper l'avenir, oui, bien sûr, on a besoin parfois d'avoir quelques outils pour mieux comprendre le monde dans lequel on évolue, quelques outils pour nous permettre de choisir les orientations que nous allons prendre plus tard en fonction de l'évolution de notre marché, etc. Mais choisir l'avenir, en fait, ça se passe dans l'ici et maintenant. Faire émerger un futur choisi, en fait, le futur ne sera que la conséquence de notre réalité ici et maintenant. Et c'est par la manière dont nous allons interagir dans le présent que nous allons faire émerger un futur choisi ou un futur subi. Et ça invite à être en permanence attentif à la manière dont nous interagissons dans l'instant présent avec notre environnement. Et donc, bien sûr, ça demande de regarder d'où l'on vient, ça demande de prendre conscience, de comprendre quel est l'environnement dans lequel on évolue. Ça demande de rêver l'étoile à atteindre pour le futur en fonction de cet environnement et de ce que notre analyse de l'évolution de l'environnement a donné. Ça demande de changer nos pensées pour nous mettre dans un mindset positif,
comme un sportif qui ne se dira jamais avant de démarrer je ne vais pas y arriver, sinon il rentre à la maison. Mais se mettre dans un état d'esprit de sportif, je suis en train d'apprendre et je vais y arriver. Ça demande aussi de revenir au cœur. Dans ce monde de plus en plus numérisé, digitalisé, dont nous a parlé Xavier ce matin, j'ai adoré quand tu nous as dit qu'un médecin un jour t'a offert un bouquin sur le pouvoir de l'amour. Je ne sais pas si l'amour guérit tout. Ce que je crois, c'est que ça guérit bien des blessures et que la chaleur humaine, et vous êtes au contact de gens qui souffrent. Et donc je peux pratiquer mon métier et je peux donner exactement le même produit de 1000 manières différentes. Si je te le donne sans te regarder dans les yeux, si je te le donne parce que je suis dans une énergie de colère ou de stress, parce que pour 1001 raisons, ou si je prends 1 minute pour parler avec toi, ou simplement peut-être juste te regarder dans les yeux et te sourire et que tu sens la chaleur humaine, alors ça change tout. Et le médicament, c'est ma croyance, n'aura certainement pas le même effet. Et donc, je vous le redis, je crois que dans ce monde digitalisé, numérisé, d'intelligence artificielle qui est en train d'émerger de plus en plus, je crois qu'il y a une place de plus en plus forte et de plus en plus indispensable à l'humain. Et ça, les hommes et les femmes que vous êtes savent le vibrer et le transmettre à vos enfants, à vos collaborateurs, à vos collaboratrices, pour faire du bien autour de vous. Et puis, dernière chose, eh bien, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. C'est ce que moi j'ai cru longtemps dans mon enfance, mais que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure avec ce peloton cycliste, ensemble, on va non seulement plus fort, plus loin, plus haut, mais on va aussi beaucoup plus vite. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Crozetta, pour cette conférence avec une puissance inspiratrice que j'ai rarement expérimentée moi-même. Donc, merci beaucoup. J'aurais moi-même des milliards de questions à vous poser, mais malheureusement, on a peu de temps et donc je me tourne vers vous. Alors, il faut vous rescanner le QR code parce que c'est un nouveau Kahoot de manière à pouvoir répondre à la question qui va apparaître ensuite. Qu'est-ce qui vous a marqué, touché ou surpris dans ce propos? La force de la pensée positive, la puissance de la pensée positive, il y a beaucoup de choses sur la pensée positive, l'anticipation et la préparation. Oui, vraiment. Combien d'équipes souffrent par manque de préparation? L'espoir qu'on puisse toujours réussir. Croyez-moi, la foi était tellement puissante, je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui si je m'étais dit, à chaque fois qu'on allait sauter en territoire hostile, en pleine nuit, où on avait très peu d'informations, on ne savait pas comment la situation avait évolué entre-temps, si je m'étais tourné vers mes hommes en leur disant « je crois qu'on va tous mourir », je ne serais sûrement pas là pour vous en parler aujourd'hui. Donc oui, la puissance de la foi, bien sûr, la foi en la réussite. L'importance de l'équipe, bien sûr, mais oui, vous l'avez compris, on va plus fort, plus loin et plus vite ensemble. Faire confiance à ses collaborateurs, oui, 1000 fois oui. Souvent, dans l'inconscient collectif, en fait, ça n'est plus vrai aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, les films qu'on nous montrait sur l'armée, c'était que des gars en train de hurler sur d'autres. Mais comment tu crées de l'intelligence collective si tu passes ton temps à hurler sur tes équipes? Ce ne sont pas des bébés, ce ne sont pas des chiens. Donc ça ne veut pas dire être des bisounours et les caresser dans le sens du poil, mais renforcer la confiance. Et je vous le disais tout à l'heure, pour moi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors certains ne sont pas d'accord, moi je considère que l'erreur étant humaine, je ne fais jamais dérouler un projet sans avoir eu des étapes de contrôle. Mais dans quel esprit je fais le contrôle? Comme un petit chef qui vient enquiquiner, ou dans l'esprit de s'assurer qu'on est bien en train d'avancer en direction de l'objectif ensemble, et pour regarder ensemble comment tu pourrais encore grandir en apprenant de ce que tu viens de faire. Succès comme échec. Et vous savez, en parlant d'ailleurs de retour d'expérience, dans mon expérience militaire, dans ma carrière, le retour d'expérience dont nous avons tiré le plus d'enseignements, ce n'était pas d'un échec, c'était d'un succès. Une opération d'arrestation d'un criminel de guerre en ex-Yougoslavie. Après les accords de Dayton, donc le pays n'est plus en guerre. On va être largué dans ce pays qui est plus en guerre, où il y a déjà des forces de sécurité. Mais les forces de sécurité de ce pays n'ont pas été prévenues, car on sait que la personne recherchée par le tribunal pénal international bénéficie de complicité dans ce pays. Donc on conduit une opération de guerre dans un pays qui n'est plus en guerre. Les forces de sécurité peuvent se retourner contre nous à tout moment. On a intérêt à être extrêmement dans un discernement très serré quand on va engager le tir, parce qu'il n'est pas question d'avoir des dégâts collatéraux. Au final, je vous le fais court, l'opération est un succès, il n'y a pas un coup de feu tiré.
et on livre la personne au tribunal pénal international. Ça nous vaudra d'être décoré. Même le procureur pénal international à l'époque, qui en voulait à la France de pas faire qui avait l'impression que la France ne jouait pas le jeu, a des propos très élogieux, etc. Bon. Et du coup, quand 48 heures après, je dis à mes équipes, bon, demain après-midi, rétex, ils me disent, comment non, on nous a livré une caisse de champagne chaud, qu'on a déjà bu, on n'avait pas de frigo. Donc on pourrait faire une petite séance de corps à corps. Le retour d'expérience, c'est bon, quoi. On sait que tout a bien fonctionné. Comme je suis un garçon tenace, on a fait le retour d'expérience. 10 ans après, on en parlait encore. Cette opération qui avait été un succès cachait en fait plein de dysfonctionnements à côté desquels nous serions passés si nous n'avions pas conduit ce retour d'expérience. Vous voyez comment en une petite après-midi, on a appris énormément de cette opération. C'est ça, devenir une organisation apprenante. Ouais, préparer le futur, voilà, interdépendance. Ok, merci en tout cas, merci à vous pour tous ces points éclairants, dynamisme, authenticité, énergie, pertinence du sujet. Et du coup, maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Madame, merci. Je m'appelle Ismaël Doucouré de la Guinée. J'ai suivi, je commence d'abord pour vous remercier pour ce brillant exposé. J'ai suivi 2 exposés qui sont tellement intéressants. L'un basé sur l'avenir et donc le digital, beaucoup plus le digital et l'intelligence artificielle. L'autre sur la puissance du mental, l'organisation, la préparation, la chaleur humaine. Alors la question que je me pose, parce que je suis un peu dans l'ambiguïté, peut-être que j'aurais besoin de la clarté, comment concilier justement le mental qui est humain, la chaleur humaine et le futur basé sur le digital et l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Vous avez 2 heures. Ce que je pourrais dire, c'est que pour moi, les deux ne sont pas antinomiques. Et ça rejoint l'une des questions du caout. En fait, c'est quelle dose on met ici ou là. Je pense que tout outil, le numérique pour moi est un outil, l'intelligence artificielle est un outil. Je pense que tout outil est utile. Mon grand-père n'avait pas fait d'études, il était ébéniste. Il construisait avec ses mains qui faisaient 2 fois la taille des miennes, il construisait des meubles fabuleux. Mes parents en ont encore quelques-uns chez eux. J'ai hérité de ces outils. Et pourtant, je suis incapable de produire les mêmes meubles, tout simplement parce que ça n'est qu'un outil. Et ce n'est pas l'outil qui façonne le meuble, c'est la main de l'homme, la main qui est guidée par le cœur. Et donc, si j'utilise cet outil comme un être humain, si je le mets à mon service pour être un humain, je n'aime pas cette expression d'être humain augmenté. Je n'ai pas besoin qu'on m'augmente, mais je peux m'appuyer sur des outils, comme la voiture me permet d'aller plus vite que mon vélo, etc. On a vu ce matin combien sur la logistique, les moyens informatiques, les stockages, etc. C'est extraordinaire maintenant ce que ça produit. Donc, pour moi, vraiment, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de raison d'opposer les deux. Je pense qu'on peut parfaitement réconcilier l'outil technique, quelle que soit la forme qu'il prendra. Il a commencé au départ avec un silex, et aujourd'hui c'est le numérique, l'intelligence artificielle, etc. Et il y a besoin de réconcilier cela avec le cœur de l'homme, et donc pour moi les deux sont absolument pas antinomiques. Merci pour cette question. Il y a une main qui est levée devant. Merci beaucoup pour cette présentation. Ce que j'observe, c'est que maintenant, peu importe l'industrie, tout est une histoire de mindset. En fait, maintenant, les réponses à toutes nos questions sont à l'intérieur de nous. Et je voulais vous remercier Ubifarm pour le choix de ce sujet et cette conférence. Et moi, en fait, ce n'est pas réellement une question, mais beaucoup plus peut-être une recommandation afin d'atteindre ce niveau de conscience et ce niveau de sensibilité. Je pense qu'il est intéressant pour que chacun de nous ait une activité artistique dans sa vie, parce que l'art, il augmente la sensibilité, l'empathie et surtout, il augmente notre créativité. Et cette créativité, c'est une maintenant compétence importante pour bien utiliser cette nouvelle intelligence artificielle générative. Et merci beaucoup.
Merci pour cette Merci à remarque. vous et bien sûr, oui, toutes les activités artistiques sont aussi une manière de travailler notre cerveau droit et pas seulement d'utiliser la partie cerveau gauche. Et là encore, vous voyez, l'être humain est bien fait. On a 2 hémisphères à notre cerveau. Une partie qui traite toute la partie analytique, rationnelle, etc. Le cerveau gauche qui permet de faire des plans d'action extraordinaires, de créer des médicaments. Et puis on a la partie cerveau droit qui permet de s'adapter à notre environnement, de s'adapter à l'imprévu, qui est cette partie créative nourrie par les activités artistiques et par d'autres. Et bien sûr que l'avenir, il sera ce que nous en ferons, nous, les êtres humains, en nous appuyant sur les outils à notre disposition. Il y avait une dernière question. Monsieur Mangwa, allez-y. En fait, ce n'est pas une question, c'est un remerciement aux 2 conférenciers que sont M. Schneider et M. Crosetta. Je crois que vous nous avez donné 2 bons exposés et je crois que vous nous avez enrichis. Et en tant que responsable du groupe, je tenais à le dire au nom de toute mon équipe que nous sommes vraiment très heureux de cette conférence. Merci. Merci beaucoup. Je propose d'en rester là avec Olivier Crosetta. On peut l'applaudir. Alors nous allons poursuivre avec notre prochain intervenant. Il s'agit du docteur Touffa-Yao Niassenou, qui est président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Togo. Je vous en prie, montez sur scène. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général du groupe Ubifam, chers consoeurs, chers confrères, chers participants. Je voudrais très simplement articuler mon propos sur 3 points. Le premier, c'est un sentiment de remerciement et de gratitude envers le groupe Ubifam qui ne cesse d'accompagner le secteur pharmaceutique en Afrique et dans les départements d'outre-mer. Aussi remercier particulièrement le groupe Ubifam pour le 3e point de mon propos. Alors, mon second point portera sur le Forum pharmaceutique international. C'est un événement scientifique international qui se tient chaque année en Afrique. Et depuis l'an 2000 à Cotonou, les pharmaciens d'Afrique se donnent rendez-vous chaque année dans l'une des capitales. Et donc, l'année dernière, c'était à Dakar en 2023. Et cette année, nous devons nous retrouver au Niger. Le Togo s'est proposé pour accueillir plutôt ce forum, compte tenu de l'actualité que nous connaissons tous. Et je voulais préciser que ce forum regroupe les instances du secteur pharmaceutique, que ce soit au niveau des ordres, nous avons l'inter-ordre des pharmaciens d'Afrique, les syndicats, l'intersyndical des pharmaciens d'Afrique. Au niveau des agences de réglementation pharmaceutique, nous avons les ANRP, la conférence des doyens de facultés pharmaceutiques et l'association des centrales d'achat des médicaments essentiels et génériques. Alors, le 3e point portera donc sur le Togo. Lomé, la capitale, est une ville très paisible, une ville côtière. Et donc, Lomé vous donne rendez-vous du 3 au 6 juillet pour accueillir la 23e édition du Forum pharmaceutique international. Le thème du forum de cette année sera l'accès universel aux soins. Et je voulais marquer une pause ici pour remercier encore une fois nos éminents orateurs de cette matinée qui nous ont permis de vivre ce que le futur nous réserve et comment nous devons nous préparer à ce futur. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'assurance maladie universelle, l'ODD 3, devient une réalité dans la plupart des pays africains. Et c'est pour cette importante raison que nous voulons nous retrouver pour partager sur ces thèmes très importants, l'accès universel aux soins, la place du médicament qui représente près de 70% des dépenses en santé. Il faut que le pharmacien puisse s'inscrire dans ce nouveau challenge. Et donc, nous vous invitons tous à Lomé, soyez soit des participants, des sponsors, des partenaires. Les plaquettes sont disponibles auprès des participants ou bien de la délégation togolaise. N'hésitez pas et nous aurons les différents canaux d'information pour vous tenir informés des prochaines étapes de ce forum. Merci encore à tous et très bon salon. Merci beaucoup, docteur Niassenou. Nous arrivons quasiment à la fin de cette matinée et pour le mot de clôture, j'invite
Monsieur Gérard Mangois à me rejoindre sur scène. Mesdames et messieurs, chères consoeurs et chers confrères, je voudrais vous dire que pour moi, la notion d'innovation est une notion qui dit ceci: il faut quitter son lieu de confort pour aller dans un avenir incertain, mais qui est censé être meilleur. Et dans le cadre de ce sujet, je voudrais vous dire qu'au niveau de mon groupe, nous allons faire en sorte que l'avenir soit défini par ceux que nous avons formés, c'est-à-dire les directeurs généraux. Maintenant, ne demandez plus à M. Mangois quelle est votre vision de l'avenir. M. Mangois vous dit que notre vision sera celle que vous aurez vous-même définie. Nous resterons là, nous les membres fondateurs, pour veiller à ce que les valeurs qui nous ont guidés, à savoir l'éthique et les valeurs SPICE, soient bien maintenues. C'est là que sera notre mission. Donc ça, c'est l'innovation que je propose pour notre façon de manager ce groupe. Et pour les pharmaciens, ce que je voudrais dire, c'est qu'une innovation pratique que je souhaiterais et que je chercherai à mettre en place, c'est que vous essayiez de passer vos commandes maintenant, non pas à la quinzaine, c'est-à-dire non pas les commandes de quinzaine, où on attend d'avoir tous les stocks, on commande en une fois, en une journée, tous les besoins de la quinzaine, mais que vous appreniez à utiliser votre outil, qui est l'informatique, à mettre des seuils et à passer avec des commandes en nombre de jours. Je crois que c'est très important. Vous verrez que ça facilitera votre approvisionnement et votre contrôle, et ça nous permettra, nous, de mieux vous servir. C'est-à-dire faire en sorte que de vos machines, on mette les seuils qui déclenchent la commande et les quantités à commander. J'y reviendrai à travers les commerciaux pour que vous puissiez mettre ceci en pratique. Et enfin, il y a une évolution que je souhaite, c'est que pour la parapharmacie, en tout cas, pour le e-commerce que nous avons déjà mis en place, qu'on puisse utiliser un nouveau système que nous avons baptisé Marketplace pour passer des commandes de la parapharmacie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir tout le stock présent en officine, mais que ce soit un logiciel qui est offert à nos clients, qui vont définir dans quelle pharmacie ils souhaitent avoir leurs produits, parce que toutes les pharmacies seront les lieux de récupération de la commande. La commande sera directement émise auprès des structures qui détiennent les produits, et le pharmacien recevra la commande du client chez lui et pourra continuer l'entretien, c'est-à-dire soit mettre en place la suite du stock, mais on ne sera plus obligé d'avoir la totalité du stock, mais nous mettrons à disposition du pharmacien d'officine un stock théorique que le client pourra consulter et la commande sera passée et il désignera le lieu où il sera servi, c'est-à-dire sa pharmacie. Donc, il n'y aura aucune pharmacie favorisée. Le client choisira sa pharmacie et la commande arrivera chez le pharmacien qui sera le lieu pour retirer les produits. Ça apportera un plus, je pense, à notre activité. Voilà un peu quelques idées. Mais ce que vous devez savoir, c'est à mes équipes, vous allez maintenant être ceux qui vont définir l'orientation de notre société et je compte sur vous. Merci. Merci, M. Mangois. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette journée. J'espère que comme moi, de cette matinée, j'espère que comme moi, vous avez appris énormément et que vous repartez avec votre mallette à outils, mentale en tout cas, pleine. Je vous rappelle qu'il y a des stands de chaque côté et je vous rappelle que vous pourrez bien sûr vous rafraîchir, manger, rencontrer les commerciaux du Bifarm. Au nom de toute l'équipe du Bifarm, je vous remercie pour votre présence ce matin. Je remercie bien sûr chaleureusement chacune des personnes qui est montée sur scène et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée.
journée et à bientôt. À l'année prochaine.